En tout cas, merci d'être là ce soir pour cette deuxième réunion publique sur le diagnostic du PLU. Dans l'après-midi, nous avons travaillé avec les institutions, les publics associés. Et bonsoir. Avec les publics associés, donc dans les services de l'État. Et ce soir, on va, au bureau d'études, on va vous présenter ce diagnostic. Voilà. On a essayé, pour ceux qui ne pouvaient pas venir, on tente, j'espère que ça va marcher, un truc en direct. Ça permet que les gens puissent voir cette réunion publique et elle pourra aussi être enregistrée et mise sur le site. Donc ceux qui n'ont pas pu le voir pourront le voir par la suite directement sur le site de la commune. Voilà. Voilà, je vous laisse la parole. Donc ça fonctionne. Donc ça fonctionne. Ah, je ne sais pas, non, je sais, c'est bien, c'est. Ça fait X collecté. Ah, c'est la commune qui est d'accord. Si, ça fonctionne. Oui, non, c'est ce que j'ai cru pas vous regarder en même temps. Alors, tout d'abord, pour commencer, on va vous rappeler quelques points. Alors, tout d'abord, pour commencer, on va vous rappeler quelques points de procédure. Parce que j'imagine que tout le monde n'était peut-être pas présent à la première réunion de lancement. Donc, tout d'abord, aujourd'hui, la commune de Saint-Félix-de-Paillers est au règlement national d'urbanisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne disposez pas de documents d'urbanisme. Donc, la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, c'est la DDTM qui a son mot à dire sur les permis. Et aujourd'hui, c'est sûr que c'est un facteur de frein de blocage au développement de la commune. De plus, vous ne pouvez pas, du coup, pouvoir planifier votre organisation et avoir une vision à long terme sur le développement que vous souhaitez sur votre territoire. Donc, la commune s'est lancée au printemps dernier sur l'élaboration de son plan local d'urbanisme. Donc, on va voir après les différentes étapes. Ce qui est important à retenir, c'est la construction d'un projet de territoire. Avant d'être un document réglementaire, le PLU, c'est avant tout la construction d'un projet de territoire. C'est-à-dire qu'on va se projeter à une dizaine d'années et se dire quel est le visage de la commune de Saint-Félix-de-Paillers à horizon de 10 ans. Quelles sont les orientations qu'on souhaite définir en termes d'habitat, en termes de logement, en termes de développement économique, quels sont les espaces qu'on souhaite préserver, de quelle manière on prend en compte le paysage, le patrimoine local. Voilà, c'est tous ces éléments qui vont être réfléchis dans le cadre du PLU. Voilà. Le PLU, c'est avant tout un outil d'intérêt général. Ça ne va pas être la somme des intérêts particuliers. Donc, c'est sûr que, comme dans tout document d'urbanisme, il va y avoir, on ne pourra pas satisfaire tout le monde. C'est avant tout, réfléchir à un projet de territoire d'intérêt général pour les 10 années à venir. Voilà. Deuxième point, c'est que ce projet, il ne va pas se faire ex nihilo entre les élus, entre le bureau d'études. C'est qu'il va s'inscrire dans un cadre qui est réglementaire, mais qui est également supracommunal. Voilà, réglementaire, on a tout un certain nombre de lois, dont la dernière, les lois climat, qui vont venir contraindre le projet de territoire et qu'il va falloir prendre en compte. On va devoir s'inscrire dans ce cadre réglementaire. Mais on a également des orientations supracommunales. Donc, vous avez peut-être entendu parler du SCOT en cours d'élaboration, donc le schéma de cohérence territoriale, qui est élaboré à l'échelle de la communauté de communes Piémont-Sévenol. Donc, ce SCOT, il va définir un certain nombre d'orientations, un objectif de développement démographique, des objectifs de consommation d'espace. Il va définir des secteurs, peut-être des grands secteurs à préserver, des zones agricoles, à maintenir. Et on devra également être compatible avec les orientations du SCOT. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce qui est important de voir, c'est que c'est un projet de territoire, mais que les élus n'ont pas carte blanche, ils vont quand même devoir s'inscrire dans ce cadre réglementaire et dans le contexte communal, ils prendre en compte les futures orientations du SCOT. Voilà. Donc au niveau de la démarche, donc la réunion, on a commencé le travail au printemps dernier, donc on a eu toute une phase de diagnostic jusqu'à la fin de l'année. Donc cette première phase, elle visait à identifier les enjeux du territoire, c'est vraiment une phase d'état des lieux, qui vont servir à poser des bases pour ensuite construire le projet communal. Voilà, donc là maintenant, on est au bout de la phase diagnostic. Donc cette phase diagnostic, elle a fait l'objet de production, de terrain, d'échanges techniques avec les différents services. Cet après-midi, il a été présenté aux personnes publiques associées. Donc persona publique associée,
c'est les différents organismes, donc l'État, les chambres consulaires, le département, la communauté de communes, la région, voilà, tout un certain nombre d'entités, un certain nombre de présents, notamment l'État et la communauté de communes. Voilà, ce diagnostic est présenté ce soir devant la population, mais également lors de sa construction, il a fait l'objet de concertations citoyennes. Donc c'est vrai que lors de la dernière réunion, vous avez parlé du panel citoyen. Donc il y a un panel citoyen qui a été retenu. Et donc il y a un premier atelier sur le diagnostic qui s'est tenu courant décembre, où les citoyens retenus ont travaillé sur la base de cartes et de post-it, on va le voir juste après, sur justement pour eux quel est l'état des lieux et comment ils se sentent sur leur commune, comment ils vivent leur commune. Et voilà, donc ça, après, on va rentrer dans le détail sur ce qui s'est dit lors de ces ateliers. Alors, au niveau de juste un focus concertation publique. Alors, pour vous exprimer sur le PLU, au-delà des réunions publiques, vous avez un registre de concertation qui est à l'accueil de la mairie, sur lequel vous pouvez aller mentionner vos remarques, vos souhaits. Voilà, il y a les réunions publiques qui se tiendront à la fin de chaque phase. Les ateliers citoyens, on a évoqué, et on a eu également une concertation spécifique avec le monde agricole. Donc, il y a des questionnaires qui ont été faits auprès des exploitants de la commune pour connaître les parcelles qui cultivées et leurs projets. Et également, ils ont été conviés à un atelier spécifique sur la thématique agricole. Voilà. Donc, tous ces éléments, maintenant, ils vont nous servir de base pour entrer dans la deuxième phase du PLU, qui est la phase du projet communal. Donc, vous allez souvent entendre parler par la suite de PADD, projet d'aménagement et de développement durable. Donc là, ça va être vraiment construire le projet de territoire à horizon des 10 années à venir. Et ensuite, ce projet, il va être traduit réglementairement. Donc, traduit réglementairement à travers un plan de zonage et à travers un règlement qui va définir un certain nombre de règles en termes d'implantation, en termes de hauteur, en termes de traitement des espaces verts, en termes de destination du bâti. Voilà, on va définir ensuite tout un certain nombre de règles pour les différentes zones de la commune. Alors, quand tout ce travail réglementaire sera terminé, on va avoir un premier temps d'arrêt, ce qu'on appelle l'arrêt du projet. Donc, ça sera la fin, on va dire, de la phase de travail technique. Et là, on va entrer dans une deuxième phase qui est plus administrative, où le document va être envoyé au service de l'État, toutes les personnes publiques associées, qui vont avoir 3 mois pour rendre leur avis sur le projet de plan local d'urbanisme. Et ensuite, dès qu'on aura l'avis de ces personnes publiques associées, il y aura un temps d'enquête publique sur lequel vous pourrez à nouveau vous exprimer sur le projet de PLU. Et on aura ensuite le commissaire enquêteur qui va rendre son rapport en faisant une synthèse de l'ensemble de vos remarques et de l'ensemble des remarques des personnes publiques associées. Qui va dire aux élus, voilà, aujourd'hui sur le projet de PLU, quelles sont les remarques. Et après, les élus auront à faire un arbitrage des remarques qu'ils souhaitent prendre en compte, des éléments qu'ils souhaitent modifier, pour, en dernière étape, aller à l'approbation du projet. Donc, après l'approbation du projet, c'est le moment où le PLU devient exécutif. Est-ce que déjà, sur le planning, alors on a assez peu nombreux, on va essayer que ça soit interactif, est-ce que sur le planning et sur la démarche, avant de passer à la présentation du diagnostic, vous avez des interrogations, des questions particulières sur l'aspect procédure? Ça peut durer combien de temps une procédure? Alors, là, voilà, vous voyez, on a appliqué sur septembre 2023. L'élaboration d'un PLU, en moyenne, c'est 2 années. Après, ça dépend, voilà, s'il y a des études complémentaires à mener en route, voilà, ça dépend du déroulement, mais en moyenne, c'est 2 années entre le démarrage de l'étude et l'approbation. Et une fois que c'est décidé, c'est pas possible de le faire. Même si le système de la mairie change, par exemple, de couleur politique, d'orientation, le PLU reste valable. Alors, le PLU reste opposable tant qu'il n'est pas remis en révision. C'est-à-dire que la nouvelle municipalité peut soit le remettre en révision, faire une révision, ça s'appelle générale. Donc là, on reprend l'ensemble de la procédure. Soit après, il peut y avoir des évolutions ponctuelles, donc des modifications, mais à condition qu'elles respectent l'économie générale du projet. Il peut y avoir ensuite des adaptations réglementaires ou sur des emplacements réservés, sur des règles spécifiques. Voilà, le PLU est un document qui vit et entre le moment où on commence à l'élaborer, déjà pendant le temps de la procédure, il continue à vivre, et même après, c'est un document qui peut être amené à évoluer et qui doit évoluer parce que le projet de territoire, il n'est pas figé. Donc, au fur et à mesure, effectivement, il pourra évoluer dans le temps. Ce n'est pas parce que c'est un PLU que tout est figé pour les 20 ans à venir.
Et la durée d'une modification? Modification, c'est à peu près 6 mois. Après, ça dépend, voilà, on va dire entre 6 mois, ça peut aller jusqu'à une année s'il y a une évaluation environnementale. Voilà, mais on va dire que certaines modifications légères peuvent être conduites à bout de pensée. Ça dépend de l'objet de la modification. Si c'est une modification de quelques mots, etc., modification simplifiée, ça peut être fait en 3 mois. Si c'est une modification plus importante, comme dit Élodie, il y en a pour 6 mois, 1 an. Si c'est une révision allégée, c'est-à-dire que vous avez un projet en particulier que vous voulez voir émerger sur votre commune, ça peut durer 1 an et demi. Si vous avez une déclaration de projet, c'est-à-dire que vous avez un projet identifié, vous allez forcer le PLU à l'intégrer alors qu'il ne le permet pas aujourd'hui, ça va prendre un certain nombre de mois parce qu'il y a des études préalables à faire, puis ensuite la mise en adéquation du PLU pour permettre cette déclaration de projet. Tout dépend de la procédure qui est utilisée, qui sera calibrée en fonction du projet qui est intégré sur le PLU. Et c'est quoi le circuit pour la modification du projet? Le circuit, c'est quoi les différentes étapes? Globalement, c'est une délibération qui acte le fait qu'on va engager une réflexion particulière qui va engendrer des modifications ou une révision du PLU. Donc, c'est une délibération. Ensuite, il y a le recrutement d'un bureau d'études pour mener les études nécessaires. Et ensuite, la procédure qui est évoquée là est à peu près la même, plus ou moins développée. On demande de l'avis des gens ou pas? C'est pas comme Il peut y avoir de la concertation. Après, les modifications, c'est toujours à l'initiative de la commune. Ce n'est pas un particulier qui peut prendre l'initiative. Donc, on est toujours dans une notion d'intérêt général. Et quand on parle de déclaration de projet, c'est pour des projets d'intérêt, qui ont un intérêt général. Ça ne peut pas être pour un projet privé d'un particulier. Du coup, si déjà le PLU prévoit, par exemple, qu'un certain terrain n'est pas constructible, la personne qui le possède ne pourra pas demander qu'il le devienne. Non, ça n'est pas considéré comme un projet d'intérêt général. Ça va être Oui, mais je projet sais ce que c'est d'équipement comme projet public, d'intérêt général, voilà. mais là, du coup, ça se fait plus. Ah non, voilà. Non, une modification, ça peut pas Perdre la être. zone de constructible à l'initiative d'un particulier. Non. Ça doit être là. Ah, D'accord. donc ça veut dire que tout ce qui est non constructible aujourd'hui restera non constructible. Jusqu'à la prochaine révision générale du PLU. Tout ce qui sera mais ça sera à la demande du village. Je réponds juste à l'un. Tout ce qui sera non constructible à l'issue de la procédure du PLU sera non constructible pendant la durée de vie de ce PLU. Et c'est combien de la durée de vie du PLU? Donc après la durée de vie, ça peut être. Mon village a adopté son PLU en 2006. Donc aujourd'hui, ce qui s'applique en 2021 a été ce qui a été décidé en 2006. Ça, c'est un choix. À côté de ça, la commune de Sauzet, par exemple, qui a adopté son PLU en 2018, a décidé en 2021 la révision de son document d'urbanisme, alors que c'est la même équipe municipale. Après, chacun a son. Oui, donc c'est le maire et les conseillers. C'est les élus qui décident de le mettre en place. Oui. Ok. C'est ça. Voilà. Je pense. Ouais, je sais pas quoi. Mais c'est important pour nous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le côté procédure, démarche? On pourra y revenir. Moi, je vais juste vous dire que sur le site de la mairie, qui est sorti il n'y a pas longtemps, il y a une page dédiée au PLU où il y a les démarches, le planning, les principes, tout ce qui vient d'être expliqué est résumé. Et donc, par exemple, pour le rendez-vous, les rapports, justement, par exemple, de ce qui va être exposé maintenant, tout ça est sur le site. Voilà, au fur et à mesure de la validation des différentes étapes, on pourra effectivement alimenter la page dédiée. Et au niveau, pardon, je ne sais pas si c'est le moment de poser la question, mais bon, vous me direz. Au niveau réglementation, au niveau des constructions, et on parle de quoi? En quelle mesure on peut construire ou pas? Alors effectivement, là, on n'en est pas encore à la phase zonage. Là, ce qu'on voyait tout à l'heure, sur les différents temps de procédure, on en est vraiment à la phase diagnostic. Après, on va définir un projet communal, et c'est seulement ce projet communal qui va être ensuite traduit de manière réglementaire. Donc aujourd'hui, même nous, on ne sait pas où on va construire ou pas. Et ça, alors ces règles, c'est pareil, c'est le conseil municipal, le maire et vous qui les définissez? Après, il va y avoir, comme là, il va y avoir des réunions publiques, il va y avoir un atelier citoyen dédié au projet. Donc, on va retravailler, comme pour la phase diagnostic, avec le panel citoyen.
pour entendre ce qu'ils ont à dire sur le développement de la commune, sur la prise en compte des différentes thématiques. Et d'ailleurs, le même processus que pour la phase diagnostique, c'est-à-dire qu'on aura aussi un processus de concertation. C'est pas quelque chose qui va se faire à huis clos entre la commune et le bureau d'études. Et comme vous avez expliqué, il y a un registre au secrétariat. Vous pouvez mettre vos remarques, des doléances. Si vous voulez que votre terrain devienne constructible, vous pouvez très bien aller sur le registre, dire moi, je suis propriétaire de la parcelle Tartampion et je souhaite qu'elle devienne constructible. Après, la réponse sera positive ou négative, mais ça on le verra à l'issue du PLU et il y aura un justificatif pour dire pourquoi votre terrain est constructible ou pourquoi il ne l'est pas. De toute façon, j'imagine que vous vous baserez sur la loi. Ah bah, ça, c'est sûr. Oui, comme on le disait en introduction, aujourd'hui, il y a un cadre réglementaire qui est quand même très contraignant. Il y a des documents supracommunaux en cours d'élaboration. Donc, la marge de manœuvre de la commune, elle va être aussi quand même réduite. Et des fois, ça ne va pas être des fois uniquement des élus avec bureau d'études, parce qu'il y a déjà ce cadre-là qui va décider en grande partie, et nous, on va décider à l'intérieur de la marge de manœuvre qui va rester. Voilà. C'était un des sujets qui a été, pour ne rien vous cacher, j'espère que M. le maire ne m'en voudra pas, c'était un des sujets qui a été vivement discuté cet après-midi. Car les services de l'État ont rappelé quel était le cadre de la loi, et le cadre de la loi nouveau. C'est-à-dire qu'il a été adopté l'été dernier. Et notamment sur la modération de la consommation d'espace, avec un objectif affiché dans la loi de diviser par 2 la consommation d'espace des 10 dernières années. Ça va être un vrai sujet. Parce que la question, aujourd'hui, elle est, et on n'a pas la réponse, c'est combien la commune a consommé ces 10 dernières années. On n'a pas encore la réponse. Mais c'est Et quoi ça, la consommation l'enjeu d'espace va être fondamental. Là. D'espace. C'est quoi une consommation d'espace? Combien de constructions il y a eu en tout, c'est ça? 10. Voilà. Un peu de marge quand même. Donc, en Pas fait, beaucoup de marge. et en fait, c'est-à-dire, Ah ouais. Alors, la consommation, c'est clairement, ça veut dire quoi ce que vous dites? clairement, ça veut dire En termes sec. quelle est la surface des terrains qui ont changé de destination, qui sont devenus d'un espace naturel agricole à un espace construit. On fait, l'État regarde. Moins, 2 fois moins. Ok, c'est l'État. C'est l'État qui dit ça. L'État, il définit en gros l'entonnoir dans lequel vous allez devoir rentrer. Et c'est dans cet entonnoir que la commune va essayer de pouvoir discuter. Et nous, on est là pour l'aider. Pour replacer ça dans le contexte, c'est qu'aujourd'hui, là on parle d'entonnoir, aujourd'hui c'est plus qu'un entonnoir. Aujourd'hui, C'est un boulot d'étranglement. c'est un boulot d'étranglement, c'est-à-dire que il y a les permis, c'est quasiment au compte-gouttes, c'est tout est refusé, c'est-à-dire que même si le maire dit oui, derrière, c'est non. C'est non. Donc on a. J'insiste là-dessus parce que c'est important. Donc ce qu'on fait en faisant le plus, c'est essayer d'avoir des marges de manœuvre pour redonner vie au village. Moi, je comprends. En fait, ça a vachement d'importance, ça, en fait, parce que S'il n'y a pas ça, est là, c'est encore après, pire. ça va se. Et oui. Si on reste tel qu'on est, enfin c'est mon avis, hein. Si on reste comme on est aujourd'hui, nous ne maîtrisons rien. Et il peut y avoir quelques permis, mais d'abord, hein, le bilan c'est 10 permis en 10 ans. Donc, autant qu'on organise notre village, qu'on décide de ce qu'on a envie de faire de notre village, au moins là, on va faire venir des gens, on verra bien qui, quoi, comment, hein, c'est ce dont on va parler. Et sinon, alors on est dans une situation où c'est... C'est la mort du village. Sinon, c'est ce qui s'est passé il y a 10 ans divisé par 2. Donc 5 Voilà. en 10 ans. C'est important de dire ça, même quand vous parlez avec des gens de cette question-là, c'est important d'en parler, de dire aujourd'hui on ne peut rien faire. Non mais, faut pas déconner, je pense qu'on va essayer de faire des choses. Voilà, je pense que c'est important de resituer le... On va donner notre vie. Non mais c'est partout pareil. Hein. Oui, Bon, on va peut-être c'est pas reprendre, propre à cette ville. Oui, pardon. Non, Donc, avant de rentrer dans le détail et de présenter les grandes thématiques du diagnostic, on voulait quand même vous faire une restitution de ce qui a été évoqué lors des panels citoyens, puisque bon, on n'en fait pas tous partie, hein. Je ne sais pas s'il y a des représentants, voilà, pas beaucoup, du panel citoyen. Donc, le panel citoyen s'est réuni donc, le 13 décembre. Donc, c'était sous forme de table ronde, hein. On avait 2 tables rondes, avec à chaque fois un animateur, et les gens ont eu à s'exprimer sur la base de post-it.
C'est-à-dire qu'on leur a demandé de manière ouverte, en disant, ben, pour vous, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, quels sont les atouts, quelles sont les faiblesses. Donc chacun, sur les post-it, ont marqué, ben voilà, moi c'est l'entretien des chemins ruraux, moi c'est l'absence de centralité, moi c'est, voilà, chacun a marqué ses idées. Et ensuite, il y a eu un système un peu de vote qui a été fait sur ces post-it pour essayer de dégager quelles étaient les thématiques les plus importantes et qui tenaient le plus à cœur, qui ont suscité le plus d'intérêt pour ces citoyens. Voilà. Donc, dans ces 5 thématiques qui sont ressorties, c'est celles qu'on vous a listées, c'est la structuration du territoire en hameau. C'est vrai que c'est quelque chose, on sent, qui est important sur la commune, qui caractérise la commune et auquel les gens sont très attachés. Voilà, la tranquillité, la ruralité, le fait d'habiter un petit entre-soi. Voilà, on se sent appartenir à Saint-Félix, mais on se sent aussi en sécurité et appartenir à son hameau. Ensuite, il y a la question du lieu de vie collectif, puisqu'aujourd'hui, ce qui caractérise notre commune, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'équipement, ou très peu. Donc, c'est ce côté de dire, ben, pour nous, c'est un point négatif, le fait qu'il n'y ait pas suffisamment d'espace public, d'espace de rencontre, d'espace de convivialité, d'équipement voilà, culturel pour les associations. Il y a eu la question de la transition écologique, donc comment on prend en compte la problématique liée aux énergies, au réchauffement climatique. On a abordé notamment la question des habitats insolites, par exemple. Il y a eu toutes les questions autour du cadre de vie et du patrimoine. Donc, pas mal étaient par rapport aux chemins ruraux, notamment. La prise en compte des paysages, du petit patrimoine, tout ce qui concerne l'agriculture vivrière et toujours cette notion de ruralité qui revenait un petit peu systématiquement sur l'ensemble des thématiques. Et enfin, dernière thématique, la question foncière. C'est vrai que ce soit d'un point de vue agricole pour les exploitants ou tout simplement d'un point de vue du développement. Aujourd'hui, la commune a très peu de foncier communal et les particuliers ont eux aussi du mal aujourd'hui à trouver du foncier disponible sur la commune. Voilà un petit peu les grands thèmes qui sont ressortis. Est-ce que sur cette diapo, non, juste également un point qui me semble extrêmement important et qui recoupe tout, c'est que la plupart des participants de ce panel apprécient vraiment habiter à Saint-Félix-de-Palière. Et c'est pas, pour en faire beaucoup, c'est pas forcément généralisé. C'est-à-dire que vraiment autour des tables qui étaient présentes, c'était vraiment un consensus. On apprécie vivre ici. C'est un choix ou pas d'y être d'ailleurs, mais en tout cas, on apprécie être ici. Et donc, ça corrobore vraiment cette idée de cadre de vie, patrimoine, ruralité, etc., qui est beaucoup ressorti. C'est aussi pour ça que les gens aiment habiter à Saint-Félix-de-Palière. Si je peux compléter juste, ce qui nous a surpris, je pense, c'est le fait que les gens se sont identifiés à leur hameau, avant tout. Je suis de tel hameau, plus que de Saint-Félix-de-Palière, mais Saint-Félix symbolise le lieu commun. C'est-à-dire que je suis du hameau du Mas, mais la vie qu'on partage avec les autres se fait à Saint-Félix, c'est-à-dire ici. Et donc, il y a une sorte de double appartenance, l'appartenance au hameau, qui est parfois un développement social, au sens vie sociale, très développé, parfois un petit peu moins, mais on se retrouve tous, quelque hameau que ce soit, à Saint-Félix. Et cette dualité a été, pour nous, assez révélatrice de ce qu'est votre village. Donc maintenant, on va balayer. Alors, l'objectif, c'est pas de rentrer dans le détail de toutes les thématiques. C'est vraiment à chaque fois de vous donner des éléments clés. Voilà, les principaux enjeux sur lesquels qui ont été identifiés, sur lesquels on va réfléchir. Et après, vous aurez tout le détail, si vous souhaitez, après le livre du diagnostic, il sera mis à disposition à l'accueil de la mairie et sur le site internet. Donc, on va aborder, alors, il y a les documents supracommunaux, on a parlé du SCOT. On va aborder toutes les questions environnementales. Donc, le PLU doit analyser tout ce qui concerne les problématiques énergétiques, transition écologique, on l'a dit, l'eau, l'assainissement, le patrimoine naturel, la biodiversité, tout ce qui concerne les risques, qui sont surtout naturels sur votre commune, les pollutions, les nuisances. Donc, ça, c'est toute la partie environnementale. Donc, c'est pour cela que sur le PLU, on travaille également avec un bureau d'études environnement, qui n'est pas présent ce soir, mais qui réalise tout ce volet qu'on appelle l'état initial de l'environnement. Voilà, donc c'est faire un état des lieux de l'ensemble des thématiques environnementales au début du PLU, et ce qui va permettre après de mesurer l'impact du projet du PLU sur l'environnement. Voilà. Donc ensuite, on a tout un ensemble de thématiques liées à l'urbanisme, les dynamiques démographiques, le parc de logement, tout ce qui concerne l'économie, donc normalement, par exemple l'agriculture, le tourisme, les équipements et services, les transports et déplacements, le développement urbain, le patrimoine bâti. Et après, des thèmes qu'on a mis en bleu, puisque finalement, c'est des thèmes qui vont être plutôt des fils rouges
et qu'on va retrouver au travers de l'ensemble des thématiques. Par exemple, les paysages, ça va être quelque chose de très transversal sur votre commune qui va regrouper toutes les thématiques, aussi bien urbaines qu'environnementales, la transition écologique, le cadre de vie. C'est vrai qu'à chaque fois, l'objectif au travers de ces thématiques, c'est bien de rechercher un cadre de vie de qualité et ce qu'on appelle la résilience des territoires. Donc tout d'abord, sur la population. Donc, les éléments clés, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes sur un territoire qui est attractif, qui a eu jusqu'à maintenant une croissance démographique continue, mais qui petit à petit affaiblit. Et depuis le dernier recensement INSEE, qui a priori aurait même tendance un petit peu à s'infléchir. Donc aujourd'hui, il y a un vrai enjeu de savoir comment on soutient cette croissance démographique et comment on la relance. Voilà, donc ça, c'est quel type de population on veut accueillir sur la commune pour pouvoir relancer cette croissance démographique. Aujourd'hui, ce qui marque la commune aussi, c'est une tendance au vieillissement de la population. C'est vrai que contrairement à d'autres communes voisines, on a quand même une part très importante de retraités. Pour vous l'illustrer, si on regarde la carte, la commune de Saint-Félix, par rapport aux autres communes alentours, ça c'est l'indice de jeunesse. C'est-à-dire que là, plus c'est clair, plus on a une part de personnes âgées importante. Donc on voit que la commune de Saint-Félix, par rapport aux autres communes de l'intercommunalité, aujourd'hui, le vieillissement de la population et la structure démographique est vraiment un enjeu très important à prendre en compte. Parce que ça va avoir un impact direct après sur les problématiques de logement, sur les problématiques économiques, sur les équipements, etc. Voilà. Donc forcément, vieillissement de la population, de pair, on a une diminution de la taille des ménages. On a un niveau d'activité qui est forcément plus faible que sur les autres communes. On est sur un des taux les plus bas de l'intercommunalité. Et finalement, on est sur un public de population où on a quelques ménages actifs, mais qui travaillent du coup pas forcément sur la commune, mais plutôt sur les pôles urbains alentours, que ce soit en Duse, à l'Est ou plus loin sur Nîmes ou Montpellier. Voilà. Donc l'enjeu, ça sera vraiment de prendre en compte l'évolution de cette structure démographique et de voir comment, au travers du PLU, on peut avoir une répercussion sur le type de population qu'on souhaite accueillir. Donc ensuite, au niveau du parc de logement, donc vous êtes sur une commune où ce qui prédomine, c'est l'habitat individuel. C'est vrai qu'on a peu de logements collectifs, on a peu également de logements locatifs. On est sur une commune où on a une majorité de propriétaires et on a quand même une part significative de résidences secondaires. Donc on n'est pas à des taux de 60% comme certaines communes, mais on est quand même à 30%, presque un tiers du parc de logement qui a vocation secondaire. Donc on voit bien qu'on est quand même dans l'influence encore touristique du parc des Cévennes et du Piémont-Cévenol de manière générale. Voilà, donc la commune, elle n'a pas de logements sociaux au sens HLM, par contre elle a 2 logements communaux sur le hameau du château. Donc un des objectifs, ça va être aussi de savoir si on veut renforcer l'offre locative de manière générale, mais également les logements communaux pour pouvoir peut-être attirer des jeunes ménages sur la commune. Et enfin, donc ce qu'on disait tout à l'heure, au niveau des permis de construire, on a eu un développement qui a été très faible, puisque, comme on l'indiquait, on a moins d'une dizaine de permis sur les 10 dernières années. Donc on voit bien qu'on n'a pas été dans un développement urbain explosif et trop important sur la commune. Donc l'enjeu, ça va être vraiment de réfléchir à la diversification de ce parc de logements et de se demander quelle forme urbaine on veut amener et on veut construire dans les prochaines années sur la commune. Donc, au niveau de l'offre en équipement et services, elle est très faible sur la commune. On a peu d'équipements publics. Les seuls équipements sont rassemblés sur le hameau du château. C'est la mairie. Bon, il y a l'église également. Le prix communal pour les manifestations. Voilà, on est sur une commune qui est vraiment dépendante des communes alentours et des bassins de vie alentours pour ce qui concerne aussi bien les activités, les commerces, que les équipements scolaires, que les équipements médicaux. Voilà. Et avec ce qu'on mettait en avant cet après-midi, vraiment une dualité, c'est-à-dire que la commune de Saint-Félix, elle est à la fois rattachée au Piémont-Cévenol et dépendante du bassin de vie de Saint-Hippolyte, mais en même temps, elle est aussi tournée vers Anduze, vers Alès et vers le nord, au-delà du Piémont-Cévenol. Donc c'est vraiment une commune qui a vraiment une double influence. Et en fonction des équipements, des services, on va aller soit plutôt vers Saint-Hippolyte, soit plutôt vers Anduze, Alès ou vers les bassins de vie. Voilà. Donc les enjeux, ça sera d'essayer de voir déjà au niveau intercommunal, donc ça, ce ne sera pas le PLU, mais ce sera plutôt à l'échelle du SCOT, comment on peut
réfléchir ce maillage du territoire et cette complémentarité au niveau des équipements et des services. Et ça va être après, au niveau communal, de réfléchir si un des souhaits et un des axes dans le PLU sera peut-être de créer une centralité, de renforcer les équipements, avoir quels équipements. Voilà, ça sera des réflexions à avoir dans le PLU. Alors, si jamais il y a des questions, n'hésitez pas à m'interrompre au fur et à mesure. Ne m'attendez pas à la fin. S'il y a des thématiques sur lesquelles vous souhaitez rebondir, n'hésitez pas. Faites des grands signes et voilà, vous êtes fini en plus. Donc, concernant l'emploi, c'est comme des équipements, on est sur une commune où il y a un taux d'emploi qui est relativement restreint. Donc, la majorité des actifs, on l'a vu, ont travaillé sur les communes alentours. Donc là, pareil, si on met en relation la commune et si on la compare un petit peu par rapport aux communes voisines, ben après, c'est, voilà, tout est lié à ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein. On a voilà, un forfait de mobilité, on est sur une commune qui est un petit peu à l'écart des grands axes de circulation. Et du coup, on a relativement peu d'emplois sur la commune. Alors, au niveau de l'économie locale, il y a deux piliers qui sont importants sur la commune et qu'il va falloir réfléchir. Il faudrait des supports de développement pour la suite. C'est le tourisme et l'agriculture. Voilà, on sent bien qu'on ne va pas forcément venir construire une zone industrielle sur la commune de Saint-Félix. On sent bien que le développement local, il va plus être axé sur le tourisme, sur l'agriculture, sur la valorisation des ressources locales. On va plutôt être dans ces logiques-là. Voilà. Donc, au niveau touristique, la commune a fait la demande, ça fait déjà un certain nombre d'années d'adhésion au parc national des Cévennes. Donc, c'est une procédure qui est en cours. Donc, ça montre aussi sa logique à s'intégrer dans ce tourisme un peu vert, de pleine nature. On a une offre également d'hébergement qui est importante sur la commune. C'est vrai qu'au regard de la taille de la commune, on a quand même un nombre conséquent d'hébergements, alors de plusieurs types, avec de l'hébergement haut de gamme, comme par exemple le château de Saint-Félix, mais également de l'hébergement collectif, plutôt à destination de publics spécifiques, comme la colonie du Moulin ou encore voilà, sur le secteur de l'association de Lesière. Voilà, donc on a vraiment quand même quelque chose au niveau touristique. On a voilà, cette valorisation qui peut être faite à travers les sentiers de randonnée, à travers la valorisation des ressources au niveau du tourisme vert. Et pour s'appuyer, on a déjà un certain nombre de structures d'hébergement. Donc il faudra réfléchir dans le cadre du PLU, qu'est-ce qu'on peut développer en complémentarité de ce qui existe pour renforcer cette thématique. Juste un petit complément que nous avons appris cet après-midi, parce que je crois que je n'ai toujours pas compris ce qui a été évoqué, puisque monsieur le maire de Vindre faisait partie des communes voisines et qui a fait la même démarche que la commune de Saint-Félix d'adhésion au parc national des Cévennes. La réponse nous a été faite que le conseil d'administration n'est pas en capacité de pouvoir s'exprimer parce qu'il est englué dans une étude dont je n'ai pas compris la finalité sur mieux connaître la population des chamois. Non, de réintroduire le chamois. Voilà. Je ne vois pas trop le rapport, comment est-ce qu'on peut introduire deux communes et dans le même temps on nous dit mais non, on ne peut pas vous introduire vous intégrer dans la charte du parc parce qu'on est en train de faire une étude comment réintroduire le chamois dans le PNC. Voilà. Donc voilà pourquoi la commune pour l'instant n'a pas de réponse. Et c'est le ministère qui freine. Donc j'ai invité M. le maire à écrire à Barbara Poufili. Le ministère, c'est le parc. Et le conseil d'administration n'est pas. Il y a une réponse différente à chaque fois. Non, là, tu penses qu'ils viennent de les avoir. Je n'ai pas compris le lien, je vous dis tout de suite. Il y a quelque chose qui me dépasse. Non. Dès que le chamois sera réintroduit, on pourra peut-être introduire la commune de Saint-Félix. Mais alors faites vite, hein. Parce que si on divise par deux aussi, par 50%, la population, vous n'êtes pas prêt d'adhérer le parc. Vous n'avez pas mentionné les gîtes, je crois qu'il y a beaucoup de gîtes. Oui, après, c'est vrai que je n'ai pas listé après de manière Voilà, vous individuelle avez les listé. gîtes, mais après, il y a L'accueil quelques collectif gîtes, chambres d'hôtes également, on va dire privés, de Voilà. particuliers sur le territoire. Après, pas tant que ça quand même. Ah oui, il me semble qu'il y en a pas mal. Ouais, parce que quand j'ai regardé un peu les listings, quand j'ai demandé à la communauté de communes si elle avait des listings, après, Oui, c'est on a peut-être dit, qu'elles pas ne l'hiver. sont pas recensées. Ouais, c'est recensé l'été, mais pas l'hiver. Hein. Voilà. Après, J'ai voulu faire venir ma famille à Noël, c'est compliqué. Hein. Ah voilà, oui, pour mais trouver c'est sur ça, des c'est sites. clair. Ah oui, c'est bien l'été, mais l'hiver, rien, pas grand-chose. Hein. Après, si vous avez à Alors, c'est très disposition une liste des hébergements pour les intégrer dans la documentation du PLU, je suis preneuse. Alors, Ah oui, ce qu'il y a comme données, je sais qu'il y en a. Mais... ce qu'il y a comme données, ce sont les particuliers qui échangent ou surtout qui louent leurs habitations principales en été notamment, parce que ça c'est sur la foi d'une autorisation, enfin une déclaration à la municipalité.
Donc le maire enfin l'équipe municipale doit avoir au moins la liste des personnes susceptibles d'accueillir en été. Voilà. Mais ça, c'est pas lui. Normalement, ça doit être fait sous le régime de la déclaration. Donc ensuite, une deuxième thématique importante, c'est l'agriculture. Donc, comme je l'avais expliqué en introduction, pour traiter cette thématique, c'est vrai qu'aujourd'hui, en plus, la commune n'a pas de plan local d'urbanisme, donc il n'y a pas encore de zones agricoles qui sont définies. Donc le seul moyen qu'on avait pour connaître la réalité du territoire et les zones qui étaient exploitées, c'était d'aller directement travailler avec les exploitants sur une carte et d'essayer de dessiner avec eux les parcelles qu'ils exploitaient, localiser leur siège et leur demander s'ils avaient des projets. Donc là, c'est une synthèse de la carte qui est en cours d'élaboration parce qu'il y en a certaines qui n'ont pas encore pu venir aux ateliers. Donc elle va être complétée au fur et à mesure. Voilà, l'objectif, c'est de commencer à cartographier les espaces agricoles pour pouvoir ensuite réfléchir aux zones que l'on va classer en agricole dans le futur PLU. Voilà. Donc dans ce travail-là, ce qui ressort, c'est une prédominance des exploitations liées à l'élevage. Sur votre commune, c'est surtout des exploitants liés à l'élevage. Vous avez quand même un domaine viticole au Mazelé. Il y a quelques exploitations quand même qui ont des petits projets de diversification, maraîchage, agriculture vivrière de petite échelle. C'est vrai qu'on est plutôt soit dans de grosses exploitations d'élevage, soit au contraire dans des projets beaucoup plus à valeur ajoutée sur de petits espaces, notamment sur de la transformation. Je pense par exemple au lait d'ânesse. Voilà, on est plutôt dans ces deux projets-là. Et ce qui ressort également, c'est un certain dynamisme par contre sur la commune, parce qu'on a une majorité d'exploitants qui ont moins de 40 ans, et avec beaucoup d'installations récentes en cours ou à venir. Donc ça, c'est intéressant de prendre en compte dans le PLU. Et on voit qu'il y a d'autant plus un intérêt à ce que le PLU prenne en compte au mieux l'ensemble des projets pour permettre d'accompagner les projets à venir en termes de développement agricole. Qui tranche assez sur le profil agricole en Piémont-Cévenol. Car les jeunes, on les retrouve plutôt dans les reprises d'exploitation en vigne, plus en amont. En montagne ou moyenne montagne, c'est une population agricole plus âgée que l'on a. Donc vous avez un profil atypique plutôt. Oui, parce que là, c'est vrai que finalement, on a assez peu d'exploitants qui sont proches de la retraite avec effectivement des problématiques de transmission, de reprise d'exploitation. Là, on est plutôt dans des logiques inverses de gens qui souhaitent s'installer, qui réfléchissent à comment s'installer, vers quel type d'agriculture aller, avec toujours la problématique foncière qui est compliquée sur la commune. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un des freins importants à l'installation des jeunes agriculteurs. L'habitat aussi. L'habitat, aussi. Oui, parce que trouver des terres et après les gens qui souhaitent s'installer ici, s'ils ne peuvent pas acheter une propriété, ils vont rien trouver à louer, ça c'est sûr. Donc ils sont vraiment coincés. Et le prix d'achat n'est pas neutre. Et en plus, le puisque prix, le prix est évidemment. renchéri par le nombre de résidences secondaires que vous avez. Exactement. Oui, et puis ça vient on trouve cette problématique notamment chez les jeunes qui veulent faire de l'agriculture. Alors, ça dépend quel type d'agriculture. Et lorsqu'ils font des, je parle aujourd'hui, et lorsqu'ils font de l'élevage encore, ils peuvent prétendre à pouvoir construire sur leur parcelle, mais quand ils font autre chose que de l'élevage, les freins sont énormes. Donc du coup, ils habitent tout, quoi. C'est une question. Je ne vais pas poser dans des réunions précédentes, mais oui, lorsqu'il y a un plan local d'urbanisme, que des zones sont agricoles, par rapport aux droits, justement, ces droits qui sont aujourd'hui octroyés par la DTN, avec des règles, quelles sont les règles d'habitat agricole? Oui, non, mais comme vous dites, dans le PLU, on va pouvoir autoriser en zone agricole les constructions liées à l'activité agricole et nécessaires. Mais c'est vrai qu'effectivement, après, derrière, il y a un certain nombre de contraintes de l'État, de la Chambre d'agriculture. On vous dit que si vous êtes éleveur, vous pouvez habiter sur place parce qu'il y a une logique pour surveiller des détails ou autres, mais que si vous êtes, si vous avez des vignes, vous pouvez aller habiter sur la commune voisine ou dans le village et vous n'avez pas la nécessité d'être sur place. Ça ne change rien par rapport au droit. Et ça, le PLU, ça ne changera rien à cette logique-là. D'accord, c'était la question. Après, dans certains PLU, alors il faut trouver peut-être des exemples, il y a les questions des hameaux agricoles. Certains PLU, des fois, On revient en arrière. Voilà, on revient en arrière pour les questions de succession. On est en hameau agricole, on reporte la succession agricole lorsqu'on veut laisser les terres. On a toujours la même question du siège dans lequel les parents habitent. Qu'est-ce qu'on en fait? Alors que c'est le siège d'exploitation qui a été créé en zone agricole dans des conditions qui étaient faites pour.
mais dont les parents occupent encore les lieux, à juste titre. Et donc les jeunes, ils ne peuvent pas sortir et garder ces exploitations. Donc on est en train d'abandonner cette idée. Non, c'est sûr qu'après, la problématique d'habitation, même quand on est éleveur, c'est quand même tout un dossier. Il faut avoir un certain nombre d'années d'exploitation, un certain nombre de surface. Et... Après, c'est la lutte, quoi. Ça, malheureusement, voilà, après le PLU, voilà, ça va au-delà du PLU. Donc, au niveau Bien sûr. Donc, au niveau des transports et déplacements, donc, ce qu'il faut retenir, c'est voilà, la commune n'est pas non plus si éloignée que ça des grands axes de circulation. On a 1 heure de Nîmes, 1 heure de Montpellier, on a une demi-heure d'Alès. Donc, voilà, on est quand même au milieu de bassins d'emploi qui sont quand même relativement importants. Mais par contre, on est vraiment à l'écart des grands axes départementaux. C'est-à-dire, voilà, quand on veut aller dans le à Saint-Hippolyte, on ne traverse pas, comme historiquement, la commune de Saint-Félix. C'est qu'aujourd'hui, du coup, tout ce qui est ligne de bus interurbain et desserte en transport collectif, il faut aller sur les communes voisines. Voilà, il faut aller sur la commune de Saint-Hippolyte pour rejoindre Nîmes en transport en commun. Il faut aller sur la commune de Durfort pour rejoindre Alès. Mais c'est vrai que le fait que la commune soit à l'écart de ces grands axes départementaux qui encadrent finalement la commune et qui ne la traversent pas, voilà, c'est à la fois un atout en termes de tranquillité, de ruralité, mais c'est un inconvénient en termes de desserte. Voilà. Donc sur la commune, on a après un certain nombre de voies départementales qui desservent les principaux hameaux. Et ce que vous voyez en vert, alors une problématique qu'il faudra aborder dans le cadre du PLU, c'est que la commune est maillée également par tout un réseau de chemins ruraux, de sentiers de randonnée, de chemins plus ou moins privatifs. Voilà, donc dans le cadre du PLU, il pourra y avoir un travail de recensement, de réflexion sur tous ces chemins et voir éventuellement s'il y en a que vous souhaitez préserver ou mentionner de manière spécifique. En sachant que tout ce qui relèvera du plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée sera identifié via les topoguides qui existent et protégé, ça c'est ça l'élément du département. Voilà. Mais après, à part le GR qui traverse la commune, sur la carte, on n'est pas vu d'autres. Bon, il y a dans le topoguide, il y a non seulement le GR, mais il y a aussi les sentiers d'itinéraires locaux. Allez, parce que j'en ai pas vu sur la commune. Sur mon oubli, je les regarde. Regardez. Donc sur la ressource en eau et l'assainissement, je vais passer assez rapidement, je ne vais pas vous donner tous les détails quantitatifs de la ressource en eau. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, ce que va demander les services de l'État, c'est que le PLU soit d'une part en adéquation avec la ressource en eau potable. Donc on va définir le projet urbain, il va falloir démontrer que ce projet urbain, il est bien en adéquation avec la ressource en eau du territoire. Et le deuxième point, c'est l'assainissement. Aujourd'hui, vous êtes sur une commune qui est en totalité en assainissement collectif, avec son poste septique. Non collectif. Voilà, donc dans le PLU, quand on va réfléchir au développement de certains secteurs, on va devoir se poser la question, d'une part, de l'attitude des sols, pour dire est-ce que si on reste en assainissement non collectif, les sols sont suffisamment aptes à accueillir un dispositif d'assainissement, et voire éventuellement réfléchir à des microstations ou de la desserte en assainissement collectif. Donc ça, la commune va engager parallèlement au PLU un schéma directeur d'assainissement qui va permettre de mettre à jour les études dont elle disposait et qui vont devoir être aussi en adéquation avec le PLU. Est-ce que sur toute cette première partie jusqu'à maintenant, plutôt équipement, est-ce qu'il y a des questions? Après, on va passer vraiment à la présentation plutôt structuration du territoire, analyse paysagère et urbaine. Est-ce que sur toute cette première partie, c'est bon? On enchaîne. Juste une question. Au niveau technique, est-ce que les personnes peuvent poser des questions sur la chaîne ou pas? Ouais, mais pour l'instant, il n'y en a pas, je crois. D'accord. Non. Il y a des gens qui nous suivent, mais qui n'interviennent pas. Via le portable de monsieur le maire ou... Non, on n'a pas. Vous n'avez pas, non? On n'a pas été sur cette jusque-là dans l'élaboration, mais les prochaines. D'accord, excusez-moi. Oui. Donc, on va parler un peu plus de la structure du territoire, du patrimoine, du paysage, de l'histoire. Alors, ça va peut-être vous sembler un petit peu hors sol, mais pour construire un PLU et pour définir le PLU, c'est une projection de la commune à une décennie au moins. Donc, il est extrêmement important de comprendre comment le territoire est façonné, comment il est structuré,
quelles sont ses lignes de force pour évidemment construire un projet pertinent dans une cohérence et une permanence à la fois géographique, historique, sociale, etc. Donc, ce qui est très, bon, Élodie l'a dit entre les lignes, hein, ce qui est très très particulier à Saint-Félix-de-Paillers, c'est cette structuration en hameaux. Là, on n'a pas, comme dans la plupart des autres villages, un village centre, et ensuite éventuellement des petits hameaux relais ou des écarts. On a vraiment l'ensemble de la commune qui est uniquement structuré en hameaux. Ces hameaux s'implantent de manière assez rigoureuse, suivant la faille des Cévennes, donc c'est les traits jaunes, hein, qui définissent des 5 îlots. Donc c'est cette ligne qui traverse de part en part la commune, et les hameaux qui se développent de part et d'autre de cette faille, principalement sur le coteau sud, en exposition sud-est. Alors c'est en lien avec les 5 îlots dans lesquels est rendue possible une agriculture, donc avec des sols un peu plus profonds. Donc on a c'est-à-dire des effondrements. des effondrements, voilà, tout à fait. Donc c'est le vert qu'on voit là. Donc effectivement, les hameaux sont tous implantés en lien avec les terres agricoles. Alors classiquement, les terres agricoles et la logique urbaine souvent suit les vallées. Hein. On peut penser à les Gardons, on a Anduze, on a Saint-Jean, on a Mialet, etc. Donc le long d'une rivière, où les rivières sont perpendiculaires, les cours d'eau, pardon, sont perpendiculaires à ces failles. La logique d'implantation des hameaux, c'est vraiment les failles, et c'est, en jargon technique, en effet, c'est 5 îlots, donc c'est cuvettes, voilà, agricoles. Des bons sols en général. Ouais. Ce qui est intéressant, donc effectivement on l'a dit, c'est que c'est une structuration, c'est vraiment une commune qui n'a pas de centralité. Voilà. La seule centralité, nous y sommes, mais c'est une centralité qui n'a pas généré d'habitat. C'est un pouvoir temporel, l'implantation d'un château, probablement lié au passage d'une voie principale qui permettait de relier Saint-Hippolyte-du-Fort au sud à Anduze. Hein, donc il y avait une nécessité de contrôle de ce point de passage, mais pour une raison, certainement plusieurs raisons. Traditionnellement, quand il y avait une implantation d'un point de contrôle, il y avait la naissance d'un début de village. Là, ça n'a pas été le cas. Donc même l'église, en fait, était la chapelle du château. Et ensuite, au 19e, il y avait la construction du bâtiment de la mairie, etc. Donc on a un pouvoir encore aujourd'hui républicain, hein, mais on n'a pas une notion d'habitat. C'est aussi une question que le PLU pourra se poser. Est-ce qu'il faut ou pas transformer cette centralité un peu étonnante, hein, très singulière, où on n'a qu'un château, une église et une mairie, en une centralité d'habitat. Ouais, c'est des questions typiquement que le PLU doit se poser. Le temple qui a été construit dans les années 1840, idem, c'est encore implanté à 200 ou 300 mètres de la centralité. Donc voilà. C'est vraiment une commune très très particulière à ce niveau-là, qui génère, on sent bien, plein de questions sur son développement urbain. On n'a pas une structure classique. Voilà, donc là, c'est une cartographie qui a été élaborée par le Bureau d'études d'environnement. Donc dans le PLU, on va prendre en compte évidemment toute la sensibilité paysagère, mais également tout ce qui concerne la biodiversité. Donc il y a le Bureau d'études d'environnement qui va travailler sur ce qu'on appelle les continuités écologiques et les trames vertes et bleues. Donc les trames vertes, c'est tout ce qui va permettre aux espèces de cheminer d'un espace naturel à un autre. Et les trames bleues, c'est évidemment tout ce qui est les cours d'eau. Et voilà, les ripicides et tout ce qui est lié au cordon de végétation autour des cours d'eau. Donc sur votre commune, typiquement, vous avez quelques espaces agricoles qui sont en orange, qui sont ce qu'on appelle des espaces relais. C'est-à-dire que ce qui est important sur ces espaces, c'est de les maintenir ouverts pour que les espèces puissent ensuite cheminer d'un espace à l'autre. Et ensuite, sur la commune, vu qu'on est dans un espace quand même très rural, il y a des réservoirs de biodiversité, c'est tous les espaces de la commune. Voilà. Après, il va y avoir quelques éléments très ponctuels, mais qu'on ne voit pas à cette échelle-là. Sur les haies, par exemple, en zone agricole, qu'on viendra de préserver pour le cheminement des espèces. Voilà, donc ça, le Bureau d'études d'environnement va faire tout un travail assez minutieux sur la préservation de ces cheminements d'espèces, sur les haies, sur les corridors, sur les espaces à préserver. Et ensuite, ça sera traduit dans le projet de PLU. Voilà. Après, les principales coupures, les obstacles que vous avez, c'est principalement les routes et les lignes de tension. Vous savez qu'on a vu que sur votre commune de bâti était quand même relativement diffus. Il n'y avait pas de grosse enveloppe urbaine. Donc voilà, les principaux points de blocage, voilà, c'est essentiellement les routes et les lignes de tension. Même si je note en tant que gestionnaire de route que les sangliers n'ont que faire des routes départementales.
Voilà, donc avant de passer, de zoomer ensuite, voilà, quartier par quartier, pour vous expliquer un petit peu l'organisation et la manière dont se sont constitués chacun des quartiers de la commune. Donc là, c'est une carte de synthèse de l'urbanisation de la commune. Donc sur cette carte, vous voyez deux couleurs. Alors, tout d'abord, l'évolution de la tâche bâtie, on l'a vu, c'est 9 constructions et ça représente 2,3 hectares. Donc, vous voyez que sur les 10 dernières années, on peut dire que vous avez consommé 2 hectares sur la commune. Donc on voit qu'on est sur une consommation relativement réduite de l'espace et avec un territoire qui est surtout un hameau, un groupe d'habitation et ensuite avec quelques masses et habitats pavillonnaires isolés. Donc sur la carte en rouge, c'est les enveloppes urbaines les plus importantes, donc celles où il y a au-delà de 5 logements et sur lesquelles on va pouvoir réfléchir si aujourd'hui c'est des secteurs où on est uniquement dans la réhabilitation, dans la mise en valeur, dans la densification, ou si on peut avoir en périphérie des projets d'extension. Donc ça, on le verra plus tard, on sera dans le projet communal. Voilà, donc au niveau de ces secteurs-là, on a évidemment le château, en remontant, on a la baraque et les cadeuillers, qui sont quand même des entités urbaines plus importantes. On a sur tout le secteur de Valrove, de Masse et les Marchands, qui sont les 3 hameaux les plus importants. On a ensuite le hameau de Lannes, qui lui est vraiment voilà, un petit peu tout seul, plus en périphérie, voilà, au nord-ouest de la commune. Ensuite, on a vraiment tout le quartier sur le secteur de l'Hérault, en direction de Monoblé, où là, on a Massane, Corniès et l'Hérault, qui sont vraiment 3 entités urbaines qui se détachent de par leur structuration et leur nombre d'habitants. Parce que là, chaque fois, on est sur des hameaux où on a voilà, presque une dizaine d'habitants. Voilà, donc l'objectif, ça a été, et ensuite, on a là Ourne et Bergel, sur la route du Montaut. Voilà, et pareil, en nombre d'habitants et en structuration qui se présentent de manière un peu plus structurée que les masses ou l'habitat pavillonnaire qui a pu venir se poser aux abords du hameau. Donc ces secteurs qu'on a identifiés, voilà, c'est aujourd'hui les secteurs les plus importants de la commune, les plus denses et qui représentent à peu près la moitié du parc de logement. Voilà, donc ce qui est important aujourd'hui sur notre commune, c'est de se dire finalement on a la moitié du parc de logement qui est regroupé comme ça dans des enveloppes urbaines sur lesquelles on va réfléchir. Mais par contre, on a la moitié des logements, qui est un panier du job, qui sont plus de l'habitat diffus, c'est-à-dire des masses ou de l'habitat pavillonnaire isolé. Donc, un point sur les hameaux et encore une fois sur la structure du territoire. Vous avez une logique en hameau et le fait qu'il y ait eu un développement modéré, comme l'a dit Élodie, fait que vous avez quand même une série de hameaux extrêmement préservés. La plupart des hameaux sont dans un état. On a fait l'effort de reconduire le cadastre napoléonien, donc c'est un cadastre qui date des années 1830, et le cadastre actuel. On a finalement assez peu d'évolution. Vous avez des hameaux qui sont dans leur jus, entre guillemets, du 19e siècle, et ça, c'est certainement une très grande qualité qu'effectivement le PLU doit prendre en compte et essayer de préserver dans le projet de territoire. On a quelques principes qui demeurent dans les différents hameaux, qui sont assez classiques dans les centres anciens, donc des principes de mitoyenneté, des principes d'alignement sur les voies. On voit bien autour de la place des Marchands, par exemple, la rue principale du Cavalier. Donc on a vraiment cette logique très, très villageoise, par opposition à la forme urbaine qui s'est développée après les années 70-80. On a plus des maisons individuelles. On a une particularité aussi, c'est un rapport à l'espace public qui est très limité. On a très peu de place, on n'a même pas du tout de place dans les hameaux ou de place publique. Moi, j'en ai repéré une, c'est la place des Marchands. Sinon, dans la plupart des hameaux, on n'a pas ces places publiques traditionnelles dans le sud de la France, en Provence, avec les platanes, la fontaine. On n'a rien de tout ça ici, d'où l'intérêt d'ailleurs de la place des Marchands. On a évidemment la place devant laquelle nous sommes, la place de la mairie, la place de l'église aussi, mais qui sont des places plus récentes et pas constituées en tant que place. Qui posent aussi la question dans la projection que le PLU doit engager sur la commune. Est-ce qu'on vient renforcer, constituer une place? C'était fortement ressorti dans les ateliers, cette attente d'une place publique un peu structurante autour de laquelle pourrait se développer une vie de village qui aujourd'hui n'existe pas, ou en tout cas pas à l'extérieur. Voilà, donc le bourg-centre, j'en ai parlé, c'est vraiment très très étonnant. À ma connaissance, j'ai pas d'autres exemples. J'avais un exemple qui pouvait se rapprocher, c'était Générargues. Comme ça, cette structuration d'une commune en
en différents hameaux, mais néanmoins, le hameau principal, il y a quand même quelques habitations. Vraiment une commune dans laquelle le village-centre, le chef-lieu, entre guillemets, n'a pas d'habitation, je ne dis pas d'autres exemples. Donc voilà, on a ce château, certainement au XIIe siècle, dans lequel il y avait une chapelle qui est devenue l'église. Alors l'église a été un intérêt patrimonial certain, elle a été classée monument historique en 1967. Donc le classement génère un régime des abords de 500 mètres. Donc on prend, c'est un compas, on prend l'église, on trace un rayon de 500 mètres autour, dans lequel il y a l'architecte des bâtiments de France qui doit donner un avis conforme. Donc aujourd'hui, il y a une étude qui est menée par les services, ce qu'on appelle l'UDAP, par les services des architectes des bâtiments de France, pour adapter ce rayon géométrique de 500 mètres à une cohérence historique, des cônes de vue, etc. Donc pour avoir un découpage un peu plus fin que le vêtement de la géométrie de 500 mètres autour de l'église. Donc là, vraiment, sur ce chef-lieu, il y a une particularité et certainement un enjeu important. Voilà, donc je passe là-dessus rapidement, mais ce qui est intéressant, c'est que néanmoins, jusqu'à tardivement, on a pris cet après-midi, jusqu'à les 2000, il y avait un café, donc il y avait quand même une vie de village, à voir s'il faut la reconstituer. Donc il y a un projet municipal de recréer un espace un peu polyvalent, donc café, espace multimédia, coworking, etc. Donc on serait dans cette veine-là. Mais il y a certainement quelque chose là à travailler autour de cette centralité qui est moins évidente. Hein. Le café, on nous a raconté qu'il y avait le coiffeur aussi qui venait coiffer les gens sur la place publique. Enfin, là, il y a quelque chose vraiment à réinventer autour de ces espaces. La recherche de dames. Ah, la recherche de dames. On va peut-être pas le faire revenir, lui. Et je ne sais pas s'il laissera d'aussi bons souvenirs que le coiffeur. Voilà, donc, alors comme l'a dit Élodie, on a segmenté la commune, mais je crois que c'est assez pertinent. Hein. Donc il y a à la fois les hameaux, il y a le chef-lieu, mais on sent bien dans la structuration des hameaux que se dégagent quand même quelques unités. Donc on a fait le travail encore une fois, de superposer le cadastre actuel avec le cadastre napoléonien, donc 1830, de voir donc, le bâti ancien, le bâti plus récent. Donc en rouge un peu vif, c'est le bâti qui était présent sur le cadastre napoléonien, donc on est sûr que le bâti remonte au moins aux années 1830. Et les aplats jaunes, c'est le bâti qui a été construit après, mais c'est commun sur tout le sud de Sévenol, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas passé grand-chose entre le 19e et les années 60-70. Donc le bâti en jaune, c'est plutôt le bâti construit, encore une fois, à partir des années 1980. On voit tout de suite sur la carte qu'on a vraiment là une rupture dans la morphologie villageoise. Hein. On avait encore une fois un principe de densité, des alignements, des mitoyennetés, et une trame très forte de l'espace public et notamment des rues et ruelles. L'habitat qui s'est développé à partir des années 80, c'est vraiment la maison en milieu de parcelle. C'est des photos qu'on voit en bas et qui changent complètement la physionomie du bourg. Et qui sont souvent construits sur des espaces qui étaient justement protégés auparavant, qui étaient agricoles. Qui étaient agricoles, bien entendu. Je s'enchaîne. Idem là, sur ce petit quartier qui est vraiment un quartier extrêmement intéressant sur le plan patrimonial. Hein. C'est le quartier qui est autour du Mas, Valraube, Barrafort, les Marchands. Là, on a vraiment, avec Massan de l'autre côté, on a vraiment des ensembles extrêmement intéressants parce que, notamment Barrafort, par exemple, les Marchands, on a vraiment une situation de hameau saisonnol caractéristique. Pardon ? Ça ne dit pas, il n'y a personne, c'est les gens qui ne vivent pas là l'année. Alors, sur un plan social, ça pose d'autres questions. Alors, c'est bien beau tout ça, les hameaux sont beaux et tout, mais il n'y a personne qui vit l'année. Qui est pas mal sur le Mas. Mais s'ils étaient moches, Ah, Massan, non. Ah, Massan, c'est pas le Mas. Je suis pas sûr que s'ils étaient moches, on vivrait mieux à l'année. C'est le lien entre les deux. Quoi. Je crois que quand vous vivez à l'année, vous voyez quoi, des maisons, elles sont belles, les maisons, elles sont fermées. Mais c'est pas parce qu'elles sont belles qu'elles sont fermées. Donc, voilà ce que je dis. Oui, et inversement, quoi. Non, mais la question, inversement. La question, voilà, inversement, c'est pourquoi elles sont fermées. Parce que c'est les raisons secondaires, les gens dans les villes, ils sont achetés, ça les parce que les prix où elles sont vendues ne sont pas accessibles pour les gens qui essaient d'y établir. C'est un facteur important.
Une maison qui est vendue à 400 ou 500 000 euros, bah, forcément, vous excluez déjà 60% de la clientèle de la commune qui vous avez dans les masses. Oui, mais oui, d'accord. Moi, je suis en train de recherche. En fait, si on avait largement c'était là, les anciennes. C'est cher, non? Si en fait, si on fait ce travail-là, qui est peut-être un petit peu, je l'ai dit, un petit peu hors sol, et je comprends bien votre question, c'est vraiment pour comprendre comment s'est constitué le territoire depuis plusieurs siècles. Parce que, du coup, ça permet de penser le développement du village de manière cohérente. Okay. Vous voyez ce que je veux dire. Et ce qui était beaucoup ressorti aux ateliers, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était frappant, hein, c'est que les gens aiment habiter à Saint-Philippe-de-Palière. Et pourquoi ils aimaient bien, sur ce panel, alors c'est un panel de 20 habitants, c'est le cadre de vie, c'est les chemins de randonnée, c'est la tranquillité, c'est tout ça qui est ressorti. Et le lien social. Alors c'est vrai qu'il y avait le problème du foncier, c'est très vrai. Mais c'est pas parce qu'on va saloper pour être vulgaire, hein, c'est un mot caractéristique, on va résoudre le problème du foncier. C'est vraiment deux questions différentes. Très bien. Voilà. Et demain, si Saint-Philippe-de-Palière et saloper pour être très vulgaire, hein, bah, je ne sais pas trop pourquoi on y habite. Parce qu'on y habitait dans la Randonnie, où là on a le cinéma juste à côté, on a voilà. Ce qui fait vraiment la valeur de Saint-Philippe-de-Palière, c'est ça. Ça n'exclut pas la question du foncier, il faut que le PLU le traite, ça c'est très clair. Mais du coup, comment on le fait? On le fait en se raccrochant à cette histoire. Voilà. C'est pour ça qu'on fait toute cette... Moi, je comprends, mais s'il n'y a personne qui vient l'année, c'est triste hein, de voir tout ça. Ouais, il y a une belle histoire, c'est beau, ouais, mais bon, c'est mort. Ça fait mal, je pense. Mais c'est pour ça que l'idée du projet est de comment peut-on à la fois préserver cette beauté, d'une part, et d'autre part, comment réimpulser la possibilité pour les gens d'y vivre. Et quand je dis d'y vivre, ce n'est pas d'y vivre du mois de juin au mois de septembre, c'est d'y vivre à l'année. Ouais. Le projet du PLU, et ça a toujours été clair avec la demande du maire, de l'équipe municipale, ça a été on veut un village qui vit. Donc ça va être la demande. C'est la commande. Ok, bon, ça. En fonction de la typologie de logement qu'on va proposer, en fonction des formes urbaines qu'on va proposer, on va viser aussi tel ou tel profil de population. Si vous faites des logements communaux, si vous faites de l'habitat, du logement groupé, vous avez des résidences secondaires, c'est peut-être pas le type de résidence qu'ils vont rechercher. Et c'est peut-être plus de jeunes ménages qui vont pouvoir accéder à ces logements-là. Donc par la typologie de logement, on va pouvoir aussi orienter le public que l'on souhaite accueillir sur la commune et c'est sa vie. Voilà, on passe un peu vite, hein, je crois qu'on a compris. Idem pour là, on a un mot très constitué sur la base d'un ancien prieuré, et avec par contre, le long de la route départementale qui mène à l'Alle, un ancien lotissement à le bois de la Rode, avec un habitat extrêmement diffus. Pour devancer un peu ce que pourraient dire les services de l'État, c'est un petit peu ce qu'il ne faudrait plus trop faire. Hein, voilà. Avec un mitage extrêmement important sur des parcelles d'1 hectare par d'un hectare. Voilà, on est complètement sur une rupture historique, quoi, parce qu'on dit anthropologique, pour être un peu complet. Voilà, bah, idem sur l'autre, le dernier espace, les rôles. Donc là, on est sur quelque chose d'un peu différent à Parmassane. On est les Corniès, on est plutôt sur des gros masses ou des groupes de gros masses. À l'exception, encore une fois, de Massane et de Corniès, qui forment déjà davantage un petit hameau, avec un peu plus d'extension résidentielle après les années 70-80. On le voit, donc tous ces aplats jaunes autour de l'Hérole, autour de Contry. Voilà, donc le PLU aussi, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on ne continue pas, avec peut-être la nécessité de respecter cette singularité du territoire communal, c'est-à-dire d'avoir des hameaux bien identifiés et des coupures entre ces hameaux. On voit qu'entre Contry, Corniès et l'Hérole, on commence à avoir un début de continuité, ce qu'il faut poursuivre, pas poursuivre, voilà. Toutes ces questions-là que le PLU doit poser. Voilà, je passe dessus, bon, la question des masses. On peut dire, c'est vous avez quelques moulins qui ne sont pas inintéressants, enfin, il y en avait 3, il y en a un qui vraiment demeure de très très grande qualité, c'est le moulin des Arnaud. Le PLU aussi a cette capacité. Pardon? Le moulin d'Arnaud. Le moulin d'Arnaud, pardon. Excusez-moi. À différencier du moulin de l'Hérault. Voilà. Le moulin des Rôles, il a été énormément transformé. Oui, il y a plus de... Voilà, je pense qu'on ne voit plus grand-chose. Alors le PLU a la possibilité de repérer les éléments patrimoniaux intéressants. Voilà.
qui sont eux-mêmes supports de, c'est pas juste pour repérer du patrimoine pour du patrimoine, hein, mais ça peut être un support de projet aussi. Hein. On parlait, c'est beaucoup trop tôt pour en parler, mais on parlait peut-être de sentiers d'interprétation, de chemins de randonnée, de donner à découvrir la qualité de cette commune. Et la qualité de cette commune, c'est cette trame de fond historique autour de l'agriculture. Voilà, à mon avis. Enfin, c'est un patrimoine qui est pas flamboyant, hein, à part peut-être l'église et le château, mais il y a du patrimoine partout, du petit patrimoine partout. C'est ça qui est extrêmement intéressant. Et je pense qu'il y a moyen là de tirer un fil par-delà le PLU pour raconter cette histoire absolument remarquable. On a fait un peu de randonnée, on ne peut pas faire un pas dans la garrigue de Saint-Philippe-de-Palière sans tomber sur un mur, sans tomber sur un murier, sans tomber sur un clapasse, un four à chaud, une verre de battage. Après, il pleurait tous les 3 mètres. Non, mais c'est ça. Et c'est pas que mon délire ce soir, hein, encore une fois, c'est vraiment assis sur un panel et sur l'atelier qui a eu lieu le 13 décembre, et c'était très étonnant de voir que c'est ressorti. Et c'est encore une fois, c'est pas vrai dans toutes les communes. Il y a des communes où, en gros, j'habite là parce que je travaille à 10 km et j'ai eu cette opportunité-là. On sent que c'est un choix. Pardon? On ne travaillait pas. Plus. On travaille plus, oui. Vous avez le droit au repos. Voilà, donc je passe très très vite, mais vous avez des aires de battage, vous avez des fours à chaud, voilà, le PLU peut les repérer, vous avez des clés, vous avez bien sûr les magnaneries, hein, toute cette histoire autour du verre à soie sur l'élevage, avec les mûriers qui demeurent, c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. Et je pense même sur un plan urbain, pour répondre à madame, si la collectivité décide de porter un projet un peu cohérent, on peut s'appuyer sur ce vocabulaire-là pour raconter une histoire. On peut planter des mûriers, on peut s'appuyer sur créer des murs en pierre sèche, réinterpréter tout ce patrimoine dans une opération contemporaine. Voilà, d'être vraiment dans une continuité. La question des drailles, qui est par-delà l'aspect patrimonial aussi, qui permet de faire des liens entre les différents hameaux. Ça, c'est beaucoup ressorti dans les ateliers, comment on va d'un hameau à l'autre. Donc là, c'est extrêmement intéressant de maintenir ouverts ces chemins. Il y a, comme partout, de la privatisation, comme partout, il y a des murs qui s'effondrent avec les sangliers qui plaisent à Christophe. Il n'y a pas que sur les départementales, il y a aussi sur les drailles. Donc, ils font tomber les murs, etc. Donc, il y a vraiment un enjeu peut-être de marquer ces drailles en lien peut-être avec un projet, schéma d'interprétation ou pas. Peut-être qu'il y a un travail là, de repérage de chemins particuliers que le PLU pourrait pointer. L'éclatage, bien entendu, notamment tout de Valrose, on a quelques exemples absolument fabuleux, mais pas que. Voilà, l'architecture qu'on peut appeler savante, entre guillemets, c'est-à-dire l'architecture qui a été pensée, qui a été dessinée. Là, il n'y a pas grand-chose à en dire puisque l'église est classée, donc tout le tour est protégé, mais notamment le temple, il y a peut-être une valorisation à envisager. Il y a la départementale 133 qui passe juste devant. Est-ce qu'on peut pas inventer quelque chose? Voilà. On va peut-être un peu au-delà du PLU par ailleurs. Hein. Et puis la question minière, qui est peut-être la question qui fâche un peu. Ce qu'on a appelé dans le rapport un peu le patrimoine effacé, c'est-à-dire qu'il ne reste pas grand. C'est toute une histoire, un ami depuis l'Antiquité jusqu'au 19e et même 20e. Hein. Mais c'est un patrimoine qui est effacé. Comment, là encore, avec peut-être un sentier d'interprétation, on pourrait raconter un peu ce patrimoine. Il y a pas mal de communes cévenoles où il y a une empreinte bâtie autour de la ligne, où ça a généré la construction de quartiers, où les carreaux de mines sont encore visibles. À Saint-Félix, il n'y a rien de tout ça. Et il reste peut-être deux bâtis où on vit encore un peu l'histoire minière, mais c'est à peu près tout. Donc c'est peut-être un sujet, ça aussi, de comment tenter de raconter cette histoire. C'était pas une méchante. C'est effectivement, il y a la fait que ce soit pas de charbon. Mais on peut envisager. Et socialement, c'est différent. Bah oui, c'est ça. Enfin, on aurait pu quand même envisager la construction d'un habitat ouvrier, etc. J'avais besoin des ingénieurs. Voilà, c'est tout. Donc, pour terminer, alors, sur les risques, à retenir, c'est évidemment, on a vu qu'il allait prendre en compte tout un ensemble de thématiques, dont les risques, évidemment. Donc, sur la commune, les principaux risques, alors, c'est pas exhaustif, hein, après, vous verrez dans le diagnostic, les deux principaux, il y a le retrait-gonflement des argiles. Voilà, c'est toutes les parties que vous voyez voilà, sur la carte en orange et en rouge. Donc, en orange, elle est à moyen, en rouge, elle est à fort. Donc, au niveau du risque gonflement des argiles,
Il n'y a pas d'interdiction de construire dans ces zones-là, c'est juste des prescriptions. Donc, généralement, on demande de faire des études de sol pour dimensionner les fondations et prendre en compte ce risque-là. Voilà. Par contre, on a la carte aléa feu de forêt. Donc, c'est un portail connaissance assez récent de l'État qui a mis à jour et qui a refait toutes ces cartes d'aléa feu de forêt. Et par contre, voilà, cette carte-là, on va devoir la prendre en compte dans le projet communal. Donc, on voit toutes les zones en rouge, en violet, donc c'est toutes les zones d'aléa fort. Voilà, donc dans ces zones-là, il va effectivement pouvoir y avoir des contraintes réglementaires, des restrictions, des choses à prendre en compte, voilà, voir des interdictions. Ça peut aller d'aménagements spécifiques, de coupe-feu, jusqu'à l'interdiction en fonction des zones. Voilà, donc pour vous dire que le PLU, ben voilà, il va prendre en compte tout un ensemble de thématiques et les risques feront partie de ces thématiques qui vont aussi contraindre le développement. Parce que peut-être que les élus, à un certain endroit, vont faire des choix en disant, ben, nous, on aimerait bien construire à tel endroit. Et puis finalement, quand on va se proposer les contraintes, on va voir que c'est une zone sur laquelle, en tous les cas, on ne peut pas construire parce qu'il y a d'autres contraintes réglementaires classiques. Voilà. C'est quoi les risques ici? Les risques. Ben, le feu. Feu de forêt. voilà, le feu de forêt, retrait des argiles. Après, vous avez On a vu le séisme, mais qui est sur toute la France. le risque minier. Ouais, il y a Le risque minier qui a été identifié par l'État. Et donc, vous avez la pollution de la mine, vous avez la pollution de la mine, vous avez le risque Vous avez des effondrements, c'est-à-dire qu'il y avait des galeries qui maintenant peuvent s'effondrer. Vous avez des puits qui peuvent s'effondrer aussi. Donc, c'est récemment que M. le maire a reçu le porter à connaissance, ce dont l'État parlait tout à l'heure, spécifiquement là-dessus. Enfin, voilà. Oui, après, vous avez aussi le risque, qui est très faible ici, inondation, mais qui se concentre vraiment sur les cours d'eau. Par contre, vous avez également certaines zones qu'on a identifiées, mais sur lesquelles il n'y a pas encore d'études, sur le ruissellement également, avec certaines zones qui, lors de fortes pluies, peuvent subir des aléas du ruissellement urbain. Alors, il n'y a pas d'étude en tant que telle, mais il y a une étude qui a été fournie par l'État qui s'appelle l'Execo. Oui, voilà, après, il faudra prendre. Qui est une étude à grosse maille. Donc, je ne pense pas que vous l'ayez encore reçue. Donc, vous n'avez pas tardé à vous faire avec le portail connaissance. Il peut y avoir quelques surprises. Oui, voilà, après. Toujours classique. Dans tous les cas, quels que soient les secteurs sur lesquels on va réfléchir, on va prendre en compte l'aspect paysager, développement urbain, réflexion sur projet. Mais il va y avoir ensuite l'eau, l'assainissement, les risques, tout un certain nombre de thématiques qu'on va prendre en compte qui vont venir aussi faire qu'on va faire tel ou tel choix sur certains secteurs. Voilà, donc on a terminé avec la présentation. Donc si vous avez des questions complémentaires, on vous écoute. Bon, en tout cas, vous avez fait un chouette travail. Hein. Je vous remercie. Au niveau historique, économique, super. On apprend des choses. Donc, tout à l'heure, quand les services de l'État sont partis, je discutais avec Mme Fontaine-Jacquet, Fontaine, voilà. Et elle me disait qu'elle était assez contente du travail fait par le bureau d'études. Après, il y aura des échanges qui seront faits, bien sûr, mais j'avais l'impression que les partenaires étaient contents du travail effectué par le binôme mairie bureau d'études. Excusez-moi, que du coup, vous êtes un bureau d'études en fait. Oui. D'accord. Et voilà le nom du bureau d'études? Alors, on est plusieurs partenaires, donc bureau d'études en urbanisme et terres urbains. Donc après, on travaille avec le bureau d'études environnement qui s'appelle MTDA. Sur la partie paysage, c'est Cyril. Sur le site? Oui. Ok. Donc on est en tout 3 bureaux d'études, donc bureau d'études urbanisme, environnement, et pôle paysage et architecture avec Cyril Jens et Amel Rafal. Et le département. Parce que comme vous avez pu le voir, il y a un nombre de thématiques relativement conséquent. Donc l'idée, c'est qu'on intervient chacun sur des thématiques respectives, mais en essayant d'avoir une vision globale et complémentaire sur l'ensemble des thématiques. Voilà, donc c'est vraiment un groupement d'études. Voilà. C'est vrai qu'on ne s'est pas présenté. Oui, c'est vrai que je me suis posé exactement la question, mais Ouais. là, en fait, je comprends mieux Non, mais tout à fait. que c'est vous qui avez fait les Wix. Je comprends mieux. Merci. Non, En fait, ça a été, la présentation a eu lieu à la première réunion publique et du coup, On n'a pas refait. on n'a pas refait pour le fait qu'il n'y aurait pas été là à la première, c'est vrai. Oui, non. Je n'ai pas tous les gens sur le site de la Donc moi, je suis là à côté. Moi, je suis là à côté. Ça fait commencer. Et moi, du coup, je suis là à côté parce que je représente le département. La DDTM. Non, Non. le département. Ok. Donc, il y a des DDTM, c'est l'État. Moi, c'est le département, parce que
le département a fait le choix de développer une méthodologie d'accompagnement des communes sur la participation citoyenne. Et donc, à ce titre-là, l'équipe municipale a souhaité adhérer à cette démarche. Et donc, mon rôle est d'accompagner et le bureau d'études et la commune dans cette démarche citoyenne et la démarche d'urbanisme en tant que telle, puisque c'est mon boulot au départ de représenter le département sur l'urbanisme. Pour les prochaines étapes, là, on va rentrer dans la construction du projet, la deuxième phase du PLU. Donc, on aura de nouveau du travail avec les élus, du travail avec les personnes publiques associées, notamment les services de l'État, sur lesquels on va travailler de manière plus fine sur les différentes enveloppes urbaines. On aura également un nouvel atelier citoyen qui va se tenir, je pense, assez prochainement au mois de mars-avril, pour demander à la population, aussi au panel, comme sur le diagnostic, de commencer à se projeter et de dire, quel est l'horizon du territoire pour les 10 prochaines années, sur les différentes thématiques, comment ils se projettent, qu'est-ce qu'ils aimeraient, qu'est-ce qu'ils souhaiteraient. Voilà, donc tout un travail où là, on va peut-être dans la prospection, la projection, essayer de penser le territoire pour les 10 ans à venir, à partir des bases, des enjeux qui auront pu être identifiés dans le cas du diagnostic. Il y aura dès que le projet sera en tout défini, comme pour le diagnostic, il y a une réunion publique, une même configuration que là, qui est prévue. On vous présentera le projet communal en vous expliquant pourquoi tels et tels choix ont été faits. D'accord. Ok. La réunion KDBTL, c'est la date. C'est la réunion de la KDBTL je parle de un cas particulier qui est très intéressant. Je ne sais pas quel est le particulier. Je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres questions. On va vous remercier en tout cas pour tout ce travail, tout l'après-midi où on a appris plein de choses et où on a apprécié ce travail, comme disait Brésil. Et puis à le prochain épisode. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci bien.